Donc, bonjour tout le monde. Très heureux d'être avec vous ce matin pour ce colloque-là et puis de vous parler des biens inconscients. Lorsque l'on m'a sollicité puis qu'on m'a demandé de venir faire une présentation pendant 20 minutes sur les biens inconscients, je me suis posé la question de savoir ce que je pouvais vous dire en 20 minutes sur un sujet aussi vaste que celui-ci. Et en prenant quelques minutes pour y réfléchir, je me suis dit que tout compte fait, je ne vous ferai pas un cours sur les biens inconscients ou une conférence sur les biens inconscients parce que ce serait vous faire croire que ça se résout de cette façon-là en parlant si peu qu'on arrive à avoir de l'impact. Mais vous expliquer un peu quelles sont les démarches que je recommande de faire lorsqu'on veut parler des biens inconscients dans une organisation et surtout avoir de l'impact et créer du changement dans nos institutions, quelles qu'elles soient. Parfait. Donc, c'est un mot, comme on dit, depuis, je vous dirais, donc, un peu mon parcours, peut-être quelques minutes pour pouvoir vous positionner un peu dans quelle est l'expérience ou les connaissances que j'ai pu développer au cours disons, 15 dernières années sur les questions d'équité, diversité, inclusion. En fait, je suis, depuis les 20 dernières années, j'ai travaillé de près ou de loin sur un des enjeux, une des problématiques qui touche un groupe historiquement défavorisé, que ce soit les personnes en situation de handicap, que ce soit les personnes migrantes ou d'autres groupes, ou les femmes aussi, bien évidemment. Mais depuis, je vous dirais, 2009, vraiment à temps plein, travailler sur des plans d'action, équité, diversité et inclusion dans des grandes organisations. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années à la Banque nationale et je me suis joint à l'Université de Montréal il y a maintenant un petit peu plus de 2 ans et demi. Depuis 2015, je travaille plus spécifiquement sur les préjugés inconscients et depuis 2 ans sur le leadership inclusif. Et lorsque j'ai commencé à réfléchir sur les préjugés inconscients, parce qu'il y avait une demande qui apparaissait et, et je me posais la question à ce moment-là, comment les biais inconscients peuvent nous aider à corriger des situations que l'on voit dans nos organisations, malgré toutes les bonnes pratiques que nous mettons en place dans nos organisations pour corriger des écarts de représentation, s'assurer d'avoir une représentation pleine et entière de la diversité à tous les niveaux des organisations. On se rendait compte que malgré tous ces efforts-là, il subsistait encore des écarts qu'on avait de la difficulté à combler. Et c'est là où est venue un peu la notion de préjugé inconscient qui, en fait, fait référence à nos modes de notre façon de penser, nos comportements, nos habiletés relationnelles aussi avec des personnes qui ont des parcours qui sont différents de nous et qui peuvent nous amener à porter des jugements sur les personnes qui nous entourent et un jugement qui parfois n'est pas toujours proche de la réalité. Alors, les biens conscients, oui, au Québec, on entend plus parler depuis les 2, 3 dernières années, mais ça fait plus de 15 ans qu'aux États-Unis, on en parle et qu'il y a beaucoup de littérature qui a été développée autour de ces notions-là. Il y a encore la semaine dernière, je faisais des recherches sur Google. Au niveau du Canada, il y avait près de 1,5 million d'articles de résultats qui étaient ressortis quand on tapait bien conscient. Et si on le faisait en anglais, on avait quasiment 20 fois plus de résultats. Donc, sujet à la mode, bien évidemment. On en parle beaucoup plus. Et tant mieux, quelque part. Je pense que ça amène une lumière un peu différente des difficultés ou des obstacles qui existent encore dans nos organisations et nos institutions que vivent des groupes sous-représentés. Quand on parle de biens inconscients, de quoi parle-t-on? Probablement, la majorité d'entre vous, vous avez déjà lu de la littérature sur ces éléments, sur cette question-là. Mais quand on parle de biens, on parle des préjugés que généralement on a en faveur ou contre une chose, une personne, un groupe qui est généralement considéré comme injuste. Encore que là, je vous dirais que il y a des préjugés qui parfois sont positifs, mais dans les deux cas, ça nous amène à avoir une appréciation qui n'est pas en lien avec la réalité de ce que vit la personne ou de ce qu'une personne peut éventuellement nous proposer comme compétence, expérience ou comme habilité. Et puis ces biais peuvent être détenus autant par un individu, par un groupe, mais aussi par une institution. Donc, il y a des biais inconscients qui sont institutionnalisés dans nos pratiques, dans nos politiques et dans nos façons de faire. Et c'est important aussi d'adresser ces biais-là à ce niveau-là, ce qu'on verra un petit peu plus tard. Les biais, on va les retrouver, bien évidemment,
quand on parle des biais, souvent, ce qui va arriver en premier, ce sont les biais qui concernent le genre, l'âge, la culture et l'ethnicité. Ce sont des éléments qui sont les plus visibles et ce sont ceux pour lesquels on entend parfois le plus de commentaires où on voit le plus d'écart dans certains groupes. Par contre, il y a d'autres éléments aussi qui rentrent en ligne de compte, d'autres dimensions reliées à l'identité des personnes qui peuvent aussi et qui font, je dirais même très souvent, l'objet de préjugés, comme la religion. Quelle que soit d'ailleurs la religion, que ce soit la pratique ou non de la religion, on a parfois des opinions et des jugements que l'on porte sur les personnes qui pratiquent une religion ou pas. L'orientation sexuelle, la langue aussi parlée. Alors, cette semaine, on a encore des exemples flagrants sur la langue et l'importance de parler les deux langues au Québec. La situation socio-économique aussi. Alors, le fait de faire partie d'un groupe de la population qui est plus aisé versus moins aisé, les valeurs, les perspectives et bien évidemment le statut familial, notamment le statut de parent qui a tendance aussi à évoluer. Ce qui est intéressant aussi de garder en tête, c'est de voir que les biais ont tendance à évoluer avec le temps. Il n'y a rien de statique. Donc, les biais que communément nous voyons aujourd'hui dans notre société ne sont pas ceux qui existaient il y a 5 ans, il y a 10 ans, et ce ne sont pas ceux qui vont exister d'ici l'année prochaine ou probablement dans 5 ans et dans 10 ans. Donc, il y a quelque chose de mouvant parce que la perception des gens évolue, l'identification, la sensibilisation évolue de la part des gens. Et de plus en plus, on a des modèles, des référents qui nous aident à défaire les images qu'on a parfois stéréotypées de ce que doit être une personne, comme par exemple un gestionnaire ou une chef d'entreprise, etc., etc. Donc, les choses ont tendance à évoluer. Les biais aussi, ce qui est important de mentionner, c'est que oui, je peux avoir des biais et en fait, j'ai des biais moi-même. J'en suis parfois très, très, très conscient. Mais les biais, on peut les avoir envers les autres, bien évidemment, envers une autre personne, mais on a aussi, et ça, il ne faut pas l'oublier, avoir des biais envers nous-mêmes, envers le groupe auquel on appartient. On a tendance aussi à intégrer les biais que les gens ont sur nous et ça peut venir influencer aussi les décisions que l'on prend, notamment en termes de carrière dans une organisation. Donc, c'est un élément qu'il ne faut pas oublier. Alors, quand on parle des formations sur les biais inconscients, est-ce que c'est une solution? Est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas? Je dirais oui, ça fonctionne. Donc, je crois sincèrement que l'exercice de sensibilisation que l'on peut faire dans une organisation en lien avec les biais inconscients est une solution qui fonctionne. Par contre, j'ajouterais aussi que ça ne fonctionne pas si la seule chose que vous mettez en place dans votre organisation est une formation sur les biais inconscients que vous déployez à tout le monde et c'est la seule chose que vous allez faire concernant ce sujet-là. Vous allez probablement sensibiliser un grand nombre de personnes. Par contre, la probabilité que cela entraîne des changements de comportement ou de perception et que ça s'ancre dans la réalité de chacune des personnes dans l'institution est relativement faible. Donc, c'est important de sensibiliser au sujet, mais il faut que ça s'intègre véritablement dans une démarche qui est quand même plus grande et qui est un petit peu plus institutionnelle. Donc, elle doit faire partie d'une démarche qui va avoir, je vous dirais, qui va devoir intervenir, qui va devoir agir à 3 niveaux. Tout d'abord, à un niveau plus individuel, au niveau des pratiques de gestion qui ont cours dans votre organisation, mais aussi au niveau des politiques, des pratiques et des processus. Donc, cette analyse-là doit être faite et il doit y avoir des interventions qui sont faites à chacun de ces niveaux-là. Dans les 3 niveaux d'intervention, pour pouvoir avoir le plus d'impact, bien évidemment, au niveau individuel, c'est là où les ateliers sur les biais inconscients vont agir en premier. C'est-à-dire comment moi, comme personne, quel que soit le rôle que j'ai dans mon institution, comment je change mes croyances et je prends moi-même conscience des préjugés, des biais que j'ai sur moi, mais aussi sur le groupe auquel je m'identifie et sur l'organisation, sur ce qui est demandé, les règles tacites qui peuvent exister dans une organisation, quelles sont, comment je les perçois, comment je les interprète, et ça va avoir un impact sur comment je peux évoluer au sein de mon organisation. Ensuite, à un niveau collectif, plus en tant que gestionnaire, comment je contribue à faire évoluer ma pratique de gestion à des moments qui comptent dans la vie d'un employé pour diminuer l'impact de mes préjugés. Et
d'abord envers les autres, bien évidemment, mais aussi comment je m'assure que les membres de mon équipe aient aussi une démarche qui est similaire et m'assurer, comme gestionnaire, de pouvoir créer un environnement qui est ouvert où la rétroaction est acceptée et permet à chaque personne au sein de l'équipe de pouvoir nommer des comportements ou des propos qui pourraient être empreints de préjugés de biais inconscients. Donc, dernier point important, c'est de aussi réfléchir à comment l'institution fonctionne. Donc, c'est prendre conscience des règles non écrites, tacites qui existent dans une organisation et qui ont tendance généralement à favoriser les groupes majoritaires et l'homogénéité. Il suffit de regarder dans une institution à quel groupe de la diversité appartiennent les membres de la haute direction et ça vous donne une idée de, des, de, de, des obstacles qui pourraient éventuellement exister dans l'organisation pour la promotion des personnes qui peuvent avoir des profils atypiques. Avant de parler de cette diapositive-là, probablement ce que j'aimerais ajouter et qui est quand même important, c'est que, et je pense que mes collègues précédemment l'ont bien fait de distinguer la diversité de l'inclusion. Pourquoi on n'a probablement pas atteint collectivement puis individuellement comme institution nos objectifs en matière de diversité? Parce que ma perception, et peut-être qu'elle est fausse et que certains d'entre vous, vous ne la partagerez pas, mais ma perception, c'est que les personnes issues de la diversité qui ont été en mesure de progresser dans une organisation, ce sont souvent des personnes qui ont adopté le profil et les compétences de la majorité ou des personnes qui étaient déjà là. Donc, c'est comme si on avait homogénéisé la diversité. Donc, on a choisi des personnes de la diversité qui se conformaient à ce qui existait déjà dans l'organisation. Donc, on a forcé des gens à s'adapter, à peut-être changer, pour se conformer à des modèles qui existaient dans l'organisation. Et en ce sens-là, c'est pour ça qu'il est important de re-questionner ce qui est important comme ce que l'on recherche pour nos gestionnaires, pour nos exécutifs dans une organisation et s'assurer que ces critères-là, un peu comme Pascal Caïdor l'avait mentionné un petit peu plus tôt, ces critères-là ne viennent pas exclure des personnes avec des profils différents qui pourraient tout autant contribuer à notre organisation. Dans cette diapositive-là, ce que je voulais mettre de l'avant, c'est que les biais inconscients ont un impact à plusieurs niveaux. Et souvent, la première chose à laquelle on va penser, c'est que l'impact est surtout au niveau du recrutement, de la dotation des postes. Oui, c'est un impact, effectivement, parce que c'est une barrière à l'entrée dans les organisations. Par contre, ce n'est vraiment pas le seul moment où il peut y avoir un impact. Ça a bien évidemment, dès le début, tout ce qui est la planification stratégique du talent dans l'organisation, sur la gestion de la performance, la formation et le développement des compétences, comment on identifie notre relève au sein de l'organisation et on identifie les personnes qui sont des hauts potentiels pour pouvoir progresser, comment on développe notre bassin de gestionnaires, de leadership dans l'organisation pour avoir développer des habiletés qui favorisent la diversité, bien évidemment, mais surtout qui crée et maintient un milieu de travail qui est ouvert à la différence, qui est respectueux et où les personnes se sentent légitimées de pouvoir nommer et dénoncer des comportements et des propos qui sont inappropriés. Et en travaillant sur chacune de ces dimensions-là, en intégrant les biais inconscients dans chacun de ces éléments-là, ça permet de créer de la cohérence dans l'ensemble de la démarche sur les biais inconscients. Donc, les employés, les gestionnaires,
à différents moments de leur rôle, des activités qu'ils vont avoir à réaliser dans leur quotidien, vont entendre parler des biens conscients et cela va s'appliquer directement dans des choses du quotidien et ça va avoir un impact à ce moment-là. Donc, il est véritablement déterminant que d'avoir des initiatives qui touchent les différents aspects de la vie de l'employé à des moments qui sont importants pour les employés, que ce soit de l'attraction, du recrutement, donc le processus de recrutement, dans l'intégration des employés, mais aussi dans les promotions, dans les opportunités de développement professionnel et tout au long de la carrière. Donc, et c'est là où souvent, c'est un exercice que nous ne faisons pas comme, comme institution, comme organisation, et on se concentre principalement sur le volet de la dotation. Et ce n'est pas le seul. Dans le, et ce qui est important aussi, j'ai regardé différents modèles de leadership inclusif qui ont été développés au cours des dernières années, et il y a plusieurs éléments qui sont ressortis et qui sont très intéressants. Les biens inconscients font partie d'un des éléments sur lesquels les gestionnaires doivent travailler pour développer une approche et une sensibilité face à l'ensemble de la diversité qu'il va avoir dans leurs équipes. La conscience de soi et des autres, c'est là où les biens conscients vont intégrer. Mais comme vous pouvez le voir, ce n'est pas le seul élément sur lequel les gestionnaires doivent travailler. D'autres habiletés doivent être travailler et doivent être développés par les gestionnaires pour s'assurer que les pratiques soient inclusives, bien évidemment, mais aussi qu'on soit centré sur la personne qui est dans nos équipes et non pas sur des tâches à faire au quotidien. Donc, les biais s'insèrent dans quelque chose de beaucoup plus large et qui permet de créer, encore une fois, de la cohérence entre ce que les attentes de nos employés vis-à-vis d'une organisation versus les habiletés qui sont nécessaires de développer pour s'assurer de créer de la mobilisation, mais aussi de la cohésion dans les équipes, et ce, quelles que soient vos caractéristiques. Dans les démarches que à l'Université de Montréal, on a déployées et ce que j'avais fait aussi précédemment à la Banque nationale, on s'est assuré d'aller chercher l'engagement des gestionnaires, mais aussi des équipes en lien avec des préjugés inconscients. Comme je vous le disais, une formation seule ne sert pas à grand-chose. En fait, ça sert. Je veux pas que vous reteniez que ça ne sert pas, mais les résultats et l'impact va être moins grand si on ne fait juste donner qu'une formation. Donc, ça nécessite que les gestionnaires aient une volonté d'examiner leur comportement, ainsi que ceux de leur équipe, et véritablement de souhaiter pouvoir les modifier. Donc, ça nécessite aussi de revoir ses façons de faire dans son équipe, dans son unité, dans son département, dans sa faculté, dans sa direction générale. Pourquoi on fait les choses d'une certaine manière? Est-ce que ça peut devenir un enjeu pour certains groupes? Est-ce que ça peut devenir un obstacle? Est-ce que c'est un obstacle pour les groupes, des groupes s'identifiant à un groupe de la diversité? Et si c'est le cas, effectivement, faire les ajustements nécessaires. Ça nécessite une participation active à l'atelier. Ce n'est pas une conférence qui est faite. Je ne parle d'ailleurs plus de formation sur les ateliers sur les biens conscients, mais d'un atelier de discussion sur les biens conscients. C'est par l'échange qu'on arrive à mieux sensibiliser, mieux conscientiser les gestionnaires et les employés sur leur perception des autres, mais aussi la perception qu'ils et elles ont d'eux-mêmes, et de contribuer à renforcer leur implication et leur engagement sur le long terme, à faire des changements, mais aussi des changements auprès de leur équipe. Donc, l'implication doit se faire, bien évidemment, avant l'atelier sur les biens conscients, mais aussi, bien évidemment, pendant, comme je disais, et surtout là où on va cristalliser les changements, la prise de conscience, favoriser le changement de comportement, c'est surtout après l'atelier, à la suite de l'atelier, qu'il faut véritablement travailler et mettre des efforts. Donc, l'atelier est un peu comme le début
de quelque chose, mais s'il n'est pas suivi d'un certain nombre d'initiatives, d'engagements, les résultats risquent d'être moindres pour l'organisation. Donc, il y a le comité de direction ou le comité de gestion où les gestionnaires doivent se poser un certain nombre de questions. Pourquoi ils souhaitent avoir une discussion sur les biens conscients dans leur équipe? Pourquoi ils veulent aussi le proposer aux employés dans leur équipe ou dans leur département? Tout d'abord, on ne peut pas commencer à parler des biens conscients si jamais on n'a jamais parlé d'équité, diversité et inclusion au sein des équipes. Alors, il y a des constats qui peuvent être sortis, il y a des plans d'action qui sont faits de façon institutionnelle. Donc, quel est le portrait de l'EDI dans l'équipe? Quelles sont les pratiques de gestion qui existent? Qu'est-ce que, comme comité de gestion, comité de direction, on souhaite changer dans nos pratiques de gestion? Est-ce que nos défis résident principalement dans le recrutement? On ne recrute pas assez de personnes issues de la diversité, ou c'est un enjeu de promotion ou de mobilité de notre personnel au sein de nos équipes, ou un enjeu de reconnaissance ou d'opportunité de développement et de formation qui est offert, qui peut être différent en fonction du groupe auquel on appartient. Et effectivement, la pandémie et le fait d'être dans un mode hybride a probablement accentué les différences qu'il peut y avoir entre les personnes. Ça reste quand même un défi sur lequel il va véritablement falloir travailler au cours des prochaines années. Puis bien évidemment, qu'est-ce que l'équipe de gestion veut changer dans ses façons de faire avec l'équipe? Et ça, il faut véritablement être au clair avec ces objectifs-là, puis les résultats que l'on souhaite atteindre à la fin de cette démarche-là, pour les gestionnaires, bien évidemment, mais aussi de bien clarifier quelles sont les attentes que nous avons envers les employés quand on parle de biens conscients. Et c'est là où, si vous n'avez jamais parlé d'équité, diversité et inclusion au sein de votre équipe, ça risque de paraître un peu étrange d'apporter un sujet comme les biens conscients avec votre équipe qui va tomber un peu comme un cheveu au milieu de la soupe. Donc, c'est important de partir dès le début, de mettre toute l'équipe et les gestionnaires à jour sur quelle est la connaissance que l'on a des politiques, des pratiques, des plans d'action, ou quel est le positionnement de mon organisation et de mon institution concernant la diversité et l'inclusion. Est-ce que les employés dans mon équipe, comme la commission, on en a parlé tout à l'heure, ont complété le questionnaire auto-identification? Est-ce que nous avons des enjeux de représentation au sein de notre équipe ou de notre département? Et c'est important aussi de clarifier avec nos employés pourquoi ils vont suivre un atelier sur les biens conscients. Quels sont les objectifs que vous poursuivez en faisant cette sensibilisation et qu'est-ce que vous souhaitez changer avec les employés. Donc, ce sont des discussions qu'il est important d'avoir en comité de gestion, mais aussi avec les employés pour préparer le terrain puis s'assurer que lorsque les employés et les gestionnaires vont avoir la discussion, ils vont être mieux informés de l'engagement qu'ils prennent à suivre une formation comme celle-là. Donc, ce que j'aimerais que vous reteniez, je vous dirais un peu de la présentation que j'ai faite, c'est que oui, faire un atelier, une formation sur les biens conscients, c'est important. Ça apporte des résultats à partir du moment où ça s'insère dans une démarche qui va au-delà de l'atelier. L'atelier, c'est un moyen qui est utilisé pour sensibiliser, conscientiser, mais ce n'est pas une finalité en soi. Et trop souvent, aujourd'hui, on déploie les ateliers sur les biens inconscients dans les organisations et on oublie de faire des rappels et l'intégrer dans l'ensemble des pratiques dans lesquelles les biais peuvent s'insérer dans nos institutions. Alors, les pratiques ressources humaines, mais aussi dans d'autres pratiques dans nos organisations. Important, il n'est jamais trop tard pour agir, donc agir dès maintenant le plus rapidement possible, ça aide à se mettre en action, à se mettre en mouvement. Donc, sensibiliser, c'est une chose, c'est important, c'est le début, c'est la première étape, mais c'est important de prendre des engagements clairs comme organisation,
comme comité de gestion, mais aussi entre employés, entre collègues, de se donner une sorte de, j'aime pas trop le terme, mais ça donne bien l'image, mais un contrat moral dans lequel on se donne la latitude de pouvoir nommer des propos qui pourraient être empreints de biais inconscients et qui permet à chacun et chacune d'entre nous de prendre conscience de nos propres biais, mais aussi de faire évoluer nos attitudes et nos pratiques. Donc, ça, c'est d'un point de vue plus individuel et puis évidemment plus au niveau collectif, au niveau de l'équipe, mais c'est important aussi de faire le même exercice à travers nos politiques et nos pratiques, surtout les règles non écrites qui existent dans les organisations, les détricoter et s'assurer de mettre en place des initiatives et des activités qui vont venir contrebalancer les effets de l'habitude ou des us et coutumes qui peuvent exister dans nos institutions. Et puis, bien évidemment, comme je vous disais, il faut maintenir une discussion en continu avec les collègues et avec l'équipe. Plus régulièrement on peut en parler librement, sans peur de représailles, plus on va permettre de changer les perceptions des gens, mais aussi et surtout leur comportement. Lorsque les comportements changent, ça crée le changement nécessaire et ça rend les milieux de travail plus ouverts et plus inclusifs. Puis enfin, quand on l'a fait dans nos équipes, on peut chacun, chacune, notre tour, pouvoir influencer nos collègues et nos équipes, bien évidemment, qui encourageaient les gens à faire le même cheminement en démontrant les effets positifs et l'impact positif que ça peut avoir sur notre équipe. Le partage de belles histoires, de bonnes histoires dans nos organisations a énormément d'impact sur le fait de pouvoir encourager nos collègues à adopter et à se lancer dans une démarche comme celle-là. Donc, poser des actions, c'est super important. Faire connaître les résultats, ça l'est tout autant. Surtout dans un contexte, on l'a un peu abordé un petit peu plus tôt ce matin, de pénurie de main-d'œuvre où attirer du talent, c'est une chose. Par contre, si le talent ne reste pas chez nous parce qu'il ne pense pas avoir une place, une juste place en fonction de ses ambitions, ses capacités, le talent ne restera pas. Donc, il est important de travailler vraiment à plusieurs niveaux et de s'assurer qu'on crée des milieux de travail qui soient propices à faire émerger le talent d'où qu'il vienne, quelles que soient les caractéristiques que les personnes vont avoir. Puis je vous laisserai sur une citation qu'une de mes collègues m'a fait connaître il y a quelques semaines et que je trouve absolument plus qu'à propos quand on parle de alors équité, diversité, inclusion, mais on pourrait ajouter justice, équité, diversité et inclusion de Tahar Benjeloul qui dit que la nature crée des différences, la société en fait des inégalités. Et je crois sincèrement que le rôle que chacun et chacune d'entre nous, on peut avoir, c'est de s'assurer d'aider la société à défaire ces inégalités et rendre nos sociétés, nos organisations plus équitables pour maintenant et puis bien évidemment pour le futur. Donc, voilà ce que je voulais vous partager.